Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire intitulé Radon, un risque invisible, vous êtes peut-être concernés. Nous serons ensemble du coup pour 45 minutes, dont 30 minutes de présentation, puis 15 minutes après de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, en bas de votre fenêtre Zoom, vous avez un petit encas où il y a écrit Q et R pour poser vos questions à l'écrit. On y répondra en fin de présentation. Sachez que ce webinaire, il va être enregistré et vous pourrez aussi avoir accès au support sur notre site présente-pacacorse.org d'ici quelques jours. Donc, le webinaire, il est organisé par Présence PACA Corse, donc c'est un groupement de plusieurs services de santé au travail, interentreprises qui œuvrent en PACA et en Corse. Donc pour retrouver l'ensemble des coordonnées et celui qui vous concerne, vous pouvez aller sur notre site, toujours présence-pacacorse.org, dans l'onglet réseau. Ce webinaire va vous être présenté par deux de ces services de santé au travail, qui sont la METRA 06 et l'AIST 84. Donc, je vais les laisser se présenter, ils sont trois, et vous présenter aussi le risque radon. Bonjour à tous, Françoise Angèle, technicienne en hygiène et sécurité à l'AIST 84, plus particulièrement à Avignon. Bonjour, Malika Girard, je suis toxicologue aussi à l'AIST 84. Et bonjour, Julien Cochard, je suis ingénieur en évaluation des risques à l'AMETRA 06 dans les Alpes-Maritimes. Donc, voici le plan de la présentation. Le radon, ses origines et ses effets sur la santé, le contexte réglementaire, comment votre service de prévention en santé au travail peut vous aider et présentation d'un cas concret. Donc, le radon, ses origines et ses effets sur la santé. Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle émettant des rayonnements ionisants. Issu de la désintégration de l'uranium présent dans le sol, donc il y a un élément très instable, l'uranium 238, qui va se désintégrer en radium 226, quitter la couche terrestre pour donner le radon 222, et ainsi de suite pour donner un élément de plus en plus stable, qui est le plomb 206, qui est un élément stable. La période du radon 222 pour aboutir au polonium 218 est de 3,8 jours. On appelle période ou demi-vie d'un élément radioactif, c'est la période et la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux de cet élément est réduit de moitié. Ses descendants sont des particules solides. Il est présent partout sur la planète. C'est un gaz incolore et inodore et il s'accumule dans les espaces clos. Donc, on va voir la pénétration et l'accumulation dans les bâtiments. Donc, un contact direct avec le sol, puisque sa provenance vient du sol. Ensuite, peut venir par les vides sanitaires mal ventilés, par les fissures des bâtiments, par le passage des canalisations mal étanches, notamment les tuyaux de plomberie, les matériaux de construction poreux, Maintenant, on va voir la moyenne de la population française exposée au rayonnement ionisant. En ce qui concerne le cosmique, l'aviation, l'altitude, 7%. L'alimentation, le tabac, poissons, légumes, eau, 12%. Tellurique, sol, matériaux de construction, 14%. Un tiers est attribué au radon, 33%. 34% aux imageries médicales, rayons X, scanners, etc. Donc, un tiers d'exposition au rayonnement ionisant par le radon. Alors, si vous voulez connaître votre exposition au rayonnement ionisant, il existe le lien expo.irsn. L'IRSN, c'est l'Institut de radioactivité et de sûreté nucléaire, où vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application qui vous permettra de connaître votre exposition au rayonnement ionisant. Maintenant, on va voir la répartition des travailleurs exposés au rayonnement ionisant par secteur. Donc, le plus touché, ça va être le médical, 58% sont exposés au rayonnement ionisant.
22% au nucléaire, 4% à l'industrie, 6% à la radioactivité naturelle, sachant que le radon est la source naturelle de radioactivité la plus importante. 3% consacrés à la recherche et 7% non déterminés et 4% et 3% non déterminés et autres. Alors, ce qui en concerne l'exposition au radon, deux hypothèses, c'est pas déterminé, deux hypothèses, nous rencontrons deux hypothèses. La première, c'est que l'évaluation en milieu professionnel est peu réalisée. Et la seconde hypothèse, c'est que la réglementation est très récente. Maintenant, nous allons voir les effets du radon sur la santé. Alors, le radon va rentrer par les voies aériennes. Il va atteindre la trachée et ensuite se profiler au niveau des bronches et des bronchioles. Il va y avoir donc des échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et les poumons qui vont aboutir à des cancers. Il va y avoir aussi d'autres échanges entre les alvéoles pulmonaires et la circulation, pouvant donner des leucémies, mais ce n'est pas avéré actuellement. Alors, correspondant au cancer, donc c'est un cancérigène certain pour le poumon depuis 1987, donc selon le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer. C'est la deuxième cause de cancer du poumon en France, après le tabac et avant l'amiante. Concernant les 30 000 décès annuels du cancer du poumon, 3 000 sont attribués au radon. Le risque pour le fumeur est multiplié par 20. Le temps de latence par rapport à l'exposition au radon peut être supérieur à 10 ans. Maintenant, nous allons voir l'effet conjoint du radon et du tabac. Si on prend la courbe verticale, c'est le risque relatif du cancer du poumon. Si on prend la courbe horizontale, c'est la concentration en radon qui s'exprime en becquerel par mètre cube. Donc, si le travailleur n'est pas exposé, ne fume pas. Donc, c'est la courbe verte. On part de 2% sur l'échelle verticale. Et si on prend le chiffre 800 becquerel par mètre cube, donc on a environ 3% de cancer du poumon. Par contre, si on prend la courbe rouge, sur l'échelle verticale, on note 25%. On arrive à l'exposition de radon à 800 becquerel. On est pratiquement à 60% de cancer du poumon. Concernant les fumeurs, si on est un ancien fumeur, mais on a arrêté au-delà de 10 ans, donc c'est la courbe violette. Donc, on part sur l'échelle verticale à 5% pour arriver à une exposition. Donc, on est à une exposition à 800 becquerel, donc on est environ à 10%. Si on prend la courbe bleue, c'est les anciens fumeurs inférieurs à 10 ans qui se sont arrêtés donc, en dessous de 10 ans. Donc, on part de 20% et on arrive à environ pratiquement 49%. On s'aperçoit que le risque est augmenté chez les anciens fumeurs, même chez les anciens fumeurs. Nous sommes le mois sans tabac, donc si vous voulez vous arrêter de fumer, vous pouvez contacter votre médecin du travail de votre service. Alors maintenant, je vais laisser la place à ma collègue Malika Girard, donc toxicologue de la IST Avignon. Merci. Merci Françoise. Donc au niveau de la réglementation, depuis le 1er juillet 2018, la réglementation intègre le risque radon dans les démarches de prévention des risques professionnels liés au rayonnement ionisant. Donc, cela concerne les activités professionnelles en sous-sol et en rez-de-chaussée de bâtiments, dans les travaux souterrains, des mines, carrières, et dans certains lieux spécifiques, comme les parkings souterrains, les grottes, tunnels, on peut penser aussi aux barrages, dans les égouts, voilà, les établissements thermaux aussi. Donc, dans l'évaluation, l'employeur a l'obligation de respecter un niveau de référence qui est de 300 becquerels par mètre cube. C'est une moyenne annuelle. Bien sûr, de vérifier le potentiel radon de la commune. Je vous détaillerai les 3 catégories et s'il y a eu des mesures déjà effectuées. Cette évaluation devra
intégrer le document unique d'évaluation des risques avec le concours soit du référent prévention ou du conseiller en radioprotection, qui soit en interne ou en externe. Donc, concernant justement le potentiel radon par commune, donc il a été établi par l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et donc, ils ont identifié 3 zones. La catégorie 1, dont il y a un potentiel faible radon, mais on peut dire qu'il y a à peu près 2% de dépassement quand même de la valeur de 300 becquerels. La catégorie 2, c'est potentiel faible, mais avec une possibilité de transfert de radon. Et la catégorie 3, où on est à plus de 10% de dépassement de la valeur de 300 becquerels. Donc, si on regarde la carte, on se rend compte que c'est plutôt dans les massifs granitiques qu'on est en zone 3. Donc, dans les cas de locaux de travail en sous-sol et en rez-de-chaussée, donc en tenant compte évidemment de l'analyse de l'aération et de l'efficacité de la ventilation pour maintenir le niveau de radon inférieur au niveau de référence, mais si ce seuil de 300 becquerels est susceptible d'être dépassé, on pourra mettre en place donc une mesure de l'exposition au radon au moyen de détecteurs. Et si, au vu de ces résultats, on est au-dessus de 300 becquerels par mètre cube, on devra mettre des mesures de prévention en place, comme améliorer l'étanchéité du bâtiment, comme vous l'a expliqué Françoise, et vis-à-vis des points d'entrée du radon, et aussi améliorer le renouvellement d'air des locaux, c'est éventuellement l'aération et l'efficacité des systèmes de ventilation. Par exemple, une méthode simple, c'est-à-dire mettre en place l'ouverture des fenêtres plusieurs fois par jour pendant un temps minimum, et surtout pendant la période d'hiver. Dans le cas des locaux qui sont toujours soumis au Code du travail, mais hors lieu spécifique, donc on a vu qu'on peut faire donc des mesures, automesurage. Vous avez un guide pratique qui a été établi par la DGT, donc la Direction Générale du Travail, qui détaille très bien la mise en place donc, de ces mesures. Mais sachez que votre service de prévention et de santé au travail peut vous accompagner. Pour les ERP, donc les établissements recevant du public, donc vous avez la liste. Donc là, les mesures doivent être réalisées par un organisme agréé par l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire. En cas de dépassement des seuils, et si on ne peut pas diminuer l'exposition, donc il y a lieu de mettre des mesures en place, comme la signalisation, comme dans le cas de rayonnement ionisant, donc avec le symbole RN, qui est donc le radon. Mettre en place un suivi dosimétrique individuel, là on prendra en compte effectivement la fréquence de l'exposition, donc l'évaluation individuelle de dose, et le suivi individuel de l'exposition au radon. Cela pourra être suivi par un conseiller en radioprotection, donc une personne compétente, limiter la zone d'accès, former le personnel et mettre en place des vérifications. Donc cela sera des mesures pourront être faites par des organismes agréés par l'ASN. Donc voilà en ce qui concerne la réglementation. Je passe la parole à Julien pour vous exposer un cas concret. Merci Malika. Alors, nous allons voir un cas concret qui est issu du retour d'expérience que nous avons pu avoir sur cette thématique pour une entreprise qui fait du consulting. Donc, on va voir un bureau de consultants, comment nous avons géré cette problématique. Ce bureau de consultants était localisé sur le secteur de Cannes. Cannes, donc avec un potentiel radon de la commune estimé en catégorie 3 selon la carte de l'IRSN, comme Malika vous l'a présenté tout à l'heure. Ensuite, une fois que nous avons eu cette information sur la commune, nous avons regardé la configuration des locaux, à savoir que ce sont des locaux qui sont en rez-de-chaussée, qui auraient pu être en sous-sol également, qui auraient été pris de la même façon, avec la présence d'un vide sanitaire, et
Par contre, petite subtilité, ce bureau de consultant avait un mur en contact direct avec le sol. Donc, c'est une information importante car vu que le mur est en contact avec le sol, il pourrait peut-être y avoir une entrée de radon à partir des murs et non seulement du sous-sol. Alors ensuite, nous avons vu le plan en perspective. Nous avons fait aussi le plan des locaux de façon à voir en 2 dimensions comment nos locaux étaient configurés, à savoir donc rez-de-chaussée, présence d'un vide sanitaire, mur en contact direct avec le sol. Donc ici, on voit où se situe le mur et quelles sont les pièces qui sont attenantes au sol, donc au mur attenant au sol. Alors ensuite, nous nous sommes posé la question du type d'aération et d'assainissement des locaux. Il peut y avoir plusieurs typologies qu'on va retrouver. Les locaux sans apport d'air, ce qui n'est pas préconisé, effectivement. Les locaux avec une aération dite naturelle, par ouvrant, c'est-à-dire typiquement une fenêtre, une lucarne, une ouverture vers l'extérieur. Des aérations mécaniques, type VMC, et le dernier point, des aérations mécaniques, mais qui vont en plus respecter les règles du Code du travail, ce sur quoi nous allons bien entendu en tout cas orienter notre préconisation pour être le plus clair possible. Alors, les types de travailleurs et surtout leur activité au niveau de ces locaux étaient les suivants. Donc, vous voyez sur les 3 premiers bureaux du dessus, ce sont des bureaux de consultants qui n'étaient pas là en permanence toute la semaine. Donc, on a estimé qu'ils étaient présents 2 jours par semaine dans leur bureau. Une salle de réunion où on a un temps de présence de 2 fois 2 heures par semaine par personne. Un bureau du responsable où il est présent environ 8 heures par jour. Un couloir où on a un temps de présence par personne d'1 heure par semaine environ. Et une salle technique avec une présence d'1 heure par mois. La surface des locaux est importante pour déterminer notamment combien de détecteurs sont à disposer dans les locaux. Vous voyez une photo ici qui se retrouve sur le site de l'IRSN et on voit les différents types de détecteurs qui sont à disposition sur le marché français. Alors, au niveau des détecteurs, on prend en général un détecteur par tranche de 200 mètres carrés environ, avec un minimum de 2 détecteurs, ce qui est toujours intéressant de façon à ce que si un détecteur est défaillant, on puisse effectivement se rendre compte qu'il l'est parce qu'on a un deuxième détecteur qui va nous permettre d'avoir une seconde mesure. Donc c'est toujours important d'avoir un deuxième détecteur au minimum. Si on a plus de surface, on prendra plus de détecteurs, mais effectivement un minimum de 2. Et on va l'adapter aussi en fonction de l'activité. Peut-être que 2, ce n'est pas suffisant, on va peut-être monter à 3, même si on est à 200 mètres carrés, parce que les activités sont vraiment extrêmement différentes, la configuration des locaux aussi, donc il ne faut pas hésiter à poser un détecteur de plus, sachant que le coût moyen, bien sûr, d'un détecteur est d'environ une vingtaine d'euros en moyenne, donc ça n'est pas non plus un coût très excessif pour la réalisation de cette mesure. Alors, où poser les détecteurs? Ils se posent en général entre 1 et 2 mètres du sol. C'est notamment la hauteur à laquelle une personne va respirer. Voilà pourquoi 1 à 2 mètres du sol. On va éviter les murs de construction pour la raison simple que parfois les murs de construction contiennent des matériaux qui sont eux aussi radioactifs, donc qui vont venir perturber la mesure. Donc, on va prendre plutôt un placard ou autre chose qui va permettre de maintenir le détecteur à sa place. Pas de source de chaleur directe, type rayonnement solaire ou chauffage, qui vont venir peut-être perturber les mouvements d'air dans le local, et notamment pour la mesure. Attention aux mouvements d'air importants, type climatisation, soufflant, ventilateur, qui vont venir effectivement perturber finalement le radon, donc la concentration en radon à cause des mouvements d'air. Et point important, on va les repérer avec des photos, un signalement, pour se rappeler aussi où ils sont, car il serait fâcheux de perdre les détecteurs, ça ferait perdre la mesure en question. Et autre point aussi assez important qu'on vous préconise, c'est pour éviter la disparition et la dégradation de ces détecteurs, c'est former le personnel, les informer
que ce sont bien des détecteurs pour le radon. Alors souvent, les gens se posent des questions, est-ce que c'est une caméra qui va venir les espionner? Donc surtout, n'hésitez pas à informer les gens pour pouvoir retrouver vos détecteurs, ce qui est quand même dommage, parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir la mesure. Quand installer les détecteurs? Alors, ce qui est préconisé dans le cas général, c'est la période dite froide, d'octobre à avril. Alors, à moduler selon les régions, parce que bon, ici, nous sommes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la frange littorale. Octobre n'est pas toujours une période extrêmement froide. Donc, on va plutôt s'orienter sur la période vraiment hivernale. Pour une raison simple, pourquoi? Il faut comprendre un petit peu le pourquoi du comment. On va privilégier cette saison plus fraîche car c'est la saison où on va moins aérer, fermer plus les fenêtres, fermer les locaux et donc confiner plus. Donc on aura des résultats en radon qui seront maximisés. C'est ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir le niveau maximum pour pouvoir avoir le niveau le plus défavorable. Donc on va essayer de privilégier en prévention le moment où on va le plus fermer les bâtiments. Le temps de mesure est de 2 à 3 mois, donc c'est assez long, d'où l'intérêt, comme je vous le disais, de repérer ces détecteurs pour éviter qu'ils soient perdus, détériorés, etc. Alors, si on résume tout ce qu'on vient de dire, ce qui est important, c'est de regarder le potentiel radon de la commune pour avoir une idée un petit peu de où on se place, savoir si on est en contact direct avec le sol au niveau de nos locaux, le type d'aération d'assainissement des locaux, l'activité des travailleurs, la surface des locaux, le nombre de détecteurs qu'on va poser, la localisation de ces mêmes détecteurs, et la période d'installation des détecteurs. Donc, en résumé, c'est tout ça qu'il faut arriver à déterminer. Et pour le cas précis de notre bureau de consultant, nous avions décidé de mettre un détecteur au niveau du bureau du responsable, parce que, je vous le rappelle, il était présent là 8 heures par jour, donc c'était la personne qui était qui était présente le plus de temps sur la semaine par rapport à ses collègues, et un deuxième détecteur, puisque nous étions sur un local de 200 mètres carrés, deuxième détecteur dans le bureau des consultants, qui est le bureau qui se trouve accolé au mur qui est accolé au sol. Donc ça, c'était aussi pour se donner un petit peu un point fixe afin de déterminer s'il pouvait y avoir des entrées de radon au niveau de ce mur. C'est-à-dire que le bureau du responsable va nous permettre d'avoir un petit peu le niveau général, puisque le radon va venir du sol, et le détecteur du fond va permettre d'avoir justement cette information, est-ce qu'on a du radon qui provient du mur du fond. Voilà. Alors, l'idée, c'est que faire si les résultats sont supérieurs à 300 becquerels par mètre cube? Eh bien, toute la question est là. Déjà, première chose, ne pas s'inquiéter ou se surinquiéter, sauf si on a des résultats extraordinairement importants. Mais en tout cas, le radon est un gaz et on peut le gérer de façon sans s'inquiéter outre mesure, déjà avec des choses assez simples qu'on va voir tout de suite. On peut déjà, dans un premier temps, améliorer l'étanchéité vers le sol en bouchant les fissures et les dégradations qu'on peut avoir sur le bâtiment. Boucher également les passages de gaines ou de câbles, notamment par exemple avec de la mousse expansive, qui va permettre justement de colmater ces passages d'air, ces entrées d'air qui pourraient faire rentrer le radon dans l'atmosphère des locaux. Et pour le contact direct avec le sol, à ce moment-là, on peut aussi réfléchir à une étanchéification de la dalle avec des systèmes avec de la résine ou autres qui vont permettre de boucher finalement le contact entre le sol et le bâtiment. On peut également penser à l'amélioration de l'aération et de l'assainissement des locaux. Premier point, comme je le disais tout à l'heure, améliorer l'aération en respectant déjà les règles du Code du travail. C'est même le premier point peut-être à voir avant de faire les mesures. Donc, est-ce qu'on a une aération mécanique? Est-ce qu'on l'entretient? Est-ce qu'on a fait des mesures pour s'assurer qu'effectivement les valeurs étaient respectées? Est-ce qu'on ne peut pas augmenter l'apport d'air neuf, c'est-à-dire augmenter l'apport d'air extérieur? Et pourquoi pas ventiler le vide sanitaire, ce qui normalement devrait être fait, donc même ventiler naturellement le vide sanitaire avec des ouvertures qui vont permettre d'évacuer le radon déjà
au niveau du dessous du bâtiment et permettre d'éviter que le radon se transmette au niveau supérieur. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites assez simplement. Améliorer le système de chauffage. Alors, un système de chauffage, raison très simple, va consommer de l'oxygène. On parle des systèmes à combustion. Donc, vu qu'il faut de l'oxygène pour avoir la combustion, cet oxygène, il va falloir qu'il le trouve. S'il y a un mauvais apport d'air au niveau du système de chauffage, forcément, le système de chauffage va avoir tendance à tirer de l'air là où il le peut. Et si ce système de chauffage est en contact direct avec le sol, il va y avoir un effet seringue qui va se produire et donc qui va venir tirer peut-être le radon du sol. Donc c'est pourquoi il faut tout simplement, comme ça doit être fait dans les règles de l'art, avoir un apport d'air suffisant pour les systèmes de chauffage, notamment à combustion. Voilà, écoutez, nous avons fait le tour sur cette partie. Maintenant, je vais repasser la parole à Chloé pour la dernière partie de ce webinaire. Merci à tous les trois pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses par écrit. Vous pourrez retrouver du coup ce webinaire, que ce soit la présentation PDF ou bien le replay, sur notre site présence-pacacorse.org dans la rubrique ressources. On va donc passer aux questions. On a une première question sur la radioactivité. Je sais pas, je pense plutôt Françoise. Du coup, une définition de la radioactivité. Est-ce que vous pourrez nous renseigner? Très bonne question. Donc, dans le noyau d'un atome radioactif, il existe un surplus d'énergie qui conduit à une désintégration de l'atome à un autre atome. Pendant cette transformation, l'atome expulse son énergie donc excédentaire sous la forme d'un rayonnement invisible appelé rayonnement ionisant. Merci Françoise. Peut-être une deuxième question aussi. Il y a eu à quoi correspond un sievert? Peut-être pour Malika. Oui, le sievert, c'est une unité de mesure. Donc, c'est l'unité utilisée pour mesurer l'absorption du rayonnement par le corps humain. Par exemple, chaque Français est exposé à une radioactivité naturelle qui est de 4 millisieverts par an. La dose létale, elle est de 8000 millisieverts, voilà, pour avoir une idée de l'exposition en sieverts. Voilà. Merci Malika. Une autre question, comment pouvons-nous amener le sujet auprès des collaborateurs sans trop les effrayer? Peut-être Julien, du coup, tu pourrais nous répondre? Oui, alors c'est effectivement une bonne question dans le sens où, comme on l'a vu, c'est un sujet qui est assez méconnu, qui est la deuxième cause de cancer pulmonaire en France, estimée. Donc comment les amener le sujet sans les effrayer? Bah, c'est peut-être un petit peu de la façon dont on a voulu prendre cette approche, c'est-à-dire leur expliquer déjà qu'ils sont soumis à de la radioactivité dans leur vie personnelle, que ce soit lorsqu'ils font un voyage en avion, lorsqu'ils vont avoir des examens médicaux ou même chez eux aussi pour le radon. Donc, c'est peut-être commencer aussi par là, par dédramatiser la partie radioactivité et après expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est le radon, regarder, faire des mesures dans vos locaux. Et pour tout ça, ben, vous pouvez aussi vous aider de votre service de prévention et de santé au travail, hein. Nous sommes là aussi pour vous aider dans cette démarche, pour essayer d'y réfléchir avec vos salariés, et notamment les salariés fumeurs. Donc, le médecin du travail est là aussi en première ligne pour parler de ces thématiques-là et avoir aussi toutes ces réponses à ce sujet. Merci Julien. Au niveau d'une autre question, c'est où peut-on trouver les détecteurs et est-ce que, leur prix, qui ont l'air d'être plutôt chers d'après certains participants.
Est-ce que vous avez des adresses ou autres à donner pour qu'ils puissent s'en procurer? Oui, oui, bah alors le coût des détecteurs, comme on l'a indiqué, c'est une vingtaine d'euros. Donc après, bon, chacun trouvera le coût important ou pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez trouver ces détecteurs donc pour en général en moyenne une vingtaine d'euros. Ça va dépendre le nombre que vous en achetez en général. Et vous trouverez toutes les coordonnées sur le site de l'IRSN pour voir les différents comment dire, sociétés qui vendent les détecteurs. Et donc, quand le détecteur est vendu, l'analyse est également comprise dans le prix, c'est-à-dire que le retour se fait par la poste et vous avez le résultat d'analyse enfin, l'analyse et le résultat qui vous a envoyé. Tout ça est compris dans le coût du détecteur. Merci beaucoup, Julien. Il n'y en a plus d'autres. On nous demande aussi si le service de santé est en mesure de procéder à la mesure du radon. Est-ce qu'un d'entre vous peut répondre à cette question? Bah alors sur le retour d'expérience, c'est vrai que, par exemple, nous, on va accompagner nos entreprises qui sont dans le cas général, comme on l'a vu, hein, du Code du travail classique, pas les ERP spécifiques, puisque ça, c'est un organisme extérieur qui est agréé par l'ASN qui pourra le réaliser. Par contre, nous, certains services de santé au travail connaissent un petit peu le sujet, peuvent vous accompagner sur le nombre de détecteurs à poser, vous aider finalement à la lecture du guide de la DGT finalement. Par contre, en général, les services de prévention et de santé au travail n'assument pas le coût des détecteurs, mais peuvent, dans le cadre de leur mission de conseil et d'accompagnement aux évaluations des risques, vous aider sur le traitement de cette problématique. Et je crois qu'il y avait une autre question aussi qui était au niveau de la liste des entreprises qui peuvent Oui. réaliser les mesures. Oui. Et ça c'est un point important dans le sens où vous trouverez sur le site de l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, les différents, et donc avec un lien aussi sur le site de l'IRSN pour y arriver, où vous trouverez justement les coordonnées des entreprises qui sont agréées pour réaliser ce type de mesures. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces éléments, enfin de cette liste. Merci. Est-ce que au niveau des détecteurs, il n'en existe que des collectifs ou est-ce qu'il existe aussi des détecteurs individuels, nous demande-t-on. Du coup, Julien. Bon, Ouais. je prends la question. Effectivement, pour les détecteurs collectifs, on l'a vu, ça existe. Par contre, au niveau individuel, alors nous, on l'a pas encore mis en œuvre, puisque comme on l'a vu, ce type de détecteurs vont être mis en place, notamment dans le cadre des zones radon supérieures à 6 millisieverts. Alors, on n'a pas voulu aborder cette thématique-là dans le webinaire pour avoir quelque chose d'un petit peu large aussi, qui correspond au maximum de monde possible. Mais c'est vrai que ça existe et des sociétés le font et sont en train de le mettre en place de plus en plus, notamment dans le cadre de cette réglementation qui arrive, qui est en train d'être mise en place. Merci. Et du coup, est-ce qu'il faut les analyser tous les ans? Alors, non, c'est pas obligatoirement tous les ans qu'il faut réaliser ces mesures. Alors, comme on le comprend dans le sens, quand on lit la réglementation, c'est votre évaluation des risques qui va permettre de déterminer, en fonction des mesures que vous avez déjà réalisées, si vous avez besoin de réaliser des mesures complémentaires. Donc, dans l'absolu, le sol est toujours le même d'une année sur l'autre. Par contre, les locaux sont peut-être pas les mêmes d'une année sur l'autre, notamment en termes de ventilation, vous avez peut-être fait des travaux, des aménagements qui sont venus finalement modifier la typologie la quantité de radon qui pourrait se retrouver dans vos bâtiments. Donc, si rien n'a changé, a priori, votre évaluation des risques déterminera que vous n'êtes pas obligé de le faire tous les ans.
Si par contre, il y a eu des changements, là, c'est là où il faut se poser la question et peut-être faire des mesures complémentaires. Merci, Julien. On nous demande aussi si le dépistage est obligatoire dans les établissements, type enseignement, crèche, etc. Julien. Oui, oui, alors pour les ERP type crèche, effectivement, comme on l'a vu dans la liste tout à l'heure, ça fait partie il me semble, hein, ça fait partie de la liste, puisqu'on va être sur l'accueil des jeunes enfants. Donc effectivement, on va avoir cette obligation de passer par un organisme agréé pour réaliser ces mesures. Merci. Au niveau du cas concret, est-ce que il y a des résultats déjà qu'on peut aborder aujourd'hui? Oui, alors sur le cas concret, on était sur des résultats qui étaient inférieurs à 300 becquerels par mètre cube. Donc, pas d'action spécifique à mener. Donc, on n'avait pas d'entrée de radon spécifique, notamment dans le bureau du fond, qui était attenant au sol, dont le mur était attenant au sol. Donc, ça, il n'y avait pas de particularité au niveau de ce retour d'expérience. Donc, bien souvent, ça se passe assez bien, hein, sauf cas particulier. Et même si on a des résultats qui sont très élevés, comme je vous le disais, pas de panique, pas la peine d'inquiéter les foules. On peut se poser un petit peu, réfléchir quelles sont les entrées de radon et qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut améliorer l'assainissement des locaux, enfin l'aération et l'assainissement des locaux. Donc pas de panique, pas la peine de se rajouter finalement une source de stress à l'exposition au radon. Donc, non, non, avec des solutions simples, on peut tout à fait y arriver. Parfait. On nous demande aussi au niveau du coup du suivi médical professionnel, est-ce que le suivi doit être renforcé pour ce risque? Alors, dans la réglementation, ça n'est pas prévu que l'exposition au radon soit en suivi individuel renforcé. Par contre, il y a un suivi médical fait par le médecin du travail qui est spécifique dans certains cas et qui est surtout à mettre en place éventuellement après discussion avec le médecin du travail. Donc, il peut être intégré en CIR, mais ce n'est pas prévu de fait dans la réglementation. Ça peut l'être si les personnes sont exposées à d'autres sources de rayonnement ionisant qui les feraient passer en catégorie A ou B. À ce moment-là, on va cumuler leur exposition au rayonnement ionisant avec leur exposition au rayonnement ionisant type radon pour arriver à les classer en catégorie A ou B. Et tout ça donc, est réalisé dans le cadre de la réglementation sur les rayonnements ionisants de façon globale. Merci beaucoup. Il y en a encore d'autres, hein. On a évoqué là pendant le webinaire tout ce qui était les mesures correctives, donc l'amélioration de l'aération selon le code du travail. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur cette aération? Alors, les règles d'aération, d'assainissement des locaux sont celles qu'on va retrouver dans le Code du travail qui sont liées à l'activité notamment. Le type d'activité qu'on va avoir, c'est des bureaux, une activité physique. Et donc, selon le type d'activité, on va avoir un niveau en mètres cubes par heure et par occupant pour les pièces qui va être déterminé. Et ça va conditionner l'apport d'air qu'on doit apporter dans une pièce par rapport au travail qui est réalisé et le nombre de personnes qui sont présentes au maximum dans ces locaux. Merci.
Ensuite, on a une autre question. Est-ce que tous les types d'équipements cités aujourd'hui peuvent être pris à titre personnel pour chez soi, donc tout ce qui est détecteur? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut tout à fait commander les mêmes détecteurs pour chez soi et faire la même chose que comme on l'a vu dans le cas concret, adapter exactement le même mode de fonctionnement pour son habitation individuelle, puisque c'est une très bonne question. D'ailleurs, on a une exposition dans le cadre du travail, mais on peut tout à fait penser à son exposition dans sa vie personnelle, puisqu'on va être une grosse partie du temps chez soi. Donc, on peut tout à fait placer des détecteurs et appliquer exactement les mêmes moyens de prévention si le cas se présente. Tout à fait, oui. Merci. Ensuite, sur combien de temps il faut estimer ces analyses? Sur combien de temps il faut les faire? Alors, sur 2 mois, 2 à 3 mois. 2 mois minimum, 3 mois, c'est en Dans- général ce qui est le max. Ok. Et est-ce que toutes les entreprises doivent faire ces analyses? Est-ce que c'est une obligation pour tous ou est-ce qu'il y a une réglementation qui fait une sélection? Non, non, toute entreprise qui va avoir des locaux en sous-sol ou en rez-de-chaussée sera concernée, ainsi que les entreprises qui ont des locaux spécifiques, comme on l'a vu. Donc, il n'y a pas de différenciation. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que, et ça, il faut peut-être le préciser, c'est que en zone 3, effectivement, on a un potentiel élevé, mais même si on est en zone 2 ou en zone 1, on peut avoir un niveau de radon qui peut être important. On l'a vu dans des cas concrets chez nous, même en zone 1, on peut avoir des niveaux importants parce que, comme l'a très bien expliqué Malika, la zone 1, c'est finalement une zone où on a un potentiel faible, mais on a quand même un pourcentage de locaux qui auront un niveau en radon qui sera élevé. Donc, dans tous les cas, il faut quand même évaluer la possibilité par rapport au potentiel radon de la commune. Mais si on a un doute, vu le prix des détecteurs, il ne faut pas hésiter à faire une mesure afin de savoir tout simplement si on a un niveau élevé ou pas. Merci beaucoup. Encore une ou deux questions maximum. On arrive au bout du temps des questions. Vous inquiétez pas pour les autres questions qui restent. On vous répondra plus tard par mail ou par écrit, hein. Du coup, est-ce qu'éventuellement vous avez une entreprise type pour le prix des détecteurs? Parce qu'apparemment, il y en a qui ne les trouvent pas forcément au prix indiqué. Ah oui, alors de mémoire, on a 3 sociétés, donc on a Radonova, Algad et Pearl, qui seront les 3 sociétés à ma connaissance et qui sont listées sur le site de l'IRSN qui vendent ces détecteurs. Donc faites votre marché où vous le préférez. En tout cas, les trois fournissent ce type de détecteur. C'est ceux qu'on a vus en photo, donc pas de surprise et on ne fait pas de publicité plus pour l'un que pour l'autre. Parfois, ils peuvent aussi vous accompagner sur le nombre de détecteurs, sur tout ce qu'on a vu. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux, de toute façon, j'allais vous dire faire un devis, mais vous trouverez les résultats en direct sur leur site internet. Donc, pas de surprise. On a déjà travaillé, enfin, nos entreprises ont déjà travaillé avec les 3, donc pas de mauvaise surprise non plus. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé et normalement, vous devriez y arriver. Donc, on est vraiment sur ce coup-là. Après, il existe des détecteurs individuels, mais on n'est pas dans le cadre du dépistage comme on l'a vu dans le cadre du Code du travail. On sera plutôt sur le ponctuel pour aller chercher les entrées éventuellement du radon dans une pièce. Donc, ça, c'est des détecteurs qui sont un peu plus coûteux. Et après, on tombe aussi sur des détecteurs individuels, donc comme on le disait tout à l'heure, pour les cas où on sera dans des zones radon supérieures à 6 millisieverts ramenés sur une année complète.
Merci. Je propose qu'on s'arrête là pour les questions qui restent. Oui, donc je vous répète, hein, on vous répondra par mail. Vous aurez de toute façon une réponse, mais là, on a fini le temps pour ça. On vous remercie pour votre attention, votre participation, et on vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller voir sur notre site à nouveau pour voir le replay et puis le support pour ceux qui ont besoin. Bonne journée.